Oui, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous continuons donc selon le système des précédentes séances. Chao Zhong poursuit l'examen des sources chinoises et moi je viens, disons, en commentaire et aussi pour présenter les récents travaux occidentaux et mon intervention aujourd'hui va concerner le système donc le système des fameux Yabgu pour lesquels la semaine dernière j'ai présenté mes propres vues et là je vais discuter les vues différentes qui ont été proposées plus récemment, celle de Harry Falk et celle de Kuwayama. Voilà, je rappelle donc que lundi, nous changeons de programme puisque la séance va être consacrée à une table ronde avec deux autres collègues, Patrick Boucheron du Collège de France et Kyle Harper, actuellement invité par le Collège de France, autour du livre d'Étienne de la Vessière que vous avez tous lu. Voilà, Asie centrale, 350, 300, 850. Voilà, et la dernière séance, donc vendredi dans une semaine, pour la dernière séance, nous reprendrons la question sans l'épuiser évidemment, la question des débuts de l'époque Kushan et de l'époque pré-Kushan, et je pense que je poursuivrai sans doute ce que j'avais préparé pour aujourd'hui sur les Yabgu, et puis nous reprendrons la question de la nouvelle inscription d'Almacé qui a été dont la découverte a été présentée par Chao Zhong lors de la première séance et pour laquelle j'ai un certain nombre de remarques à faire. Donc voilà, je passe la parole à Chao Zhong. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je terminerai pour ma part la discussion sur les sources chinoises et pas trop longue. So, last Monday, after indicating the problems of the confusion and oversimplification here and there in the whole Hanshu, I mentioned Kuwabara theory introduced by Haneda to Pelliot and other European colleagues that, en résumé, conclut le docteur Kuwabara, il n'existe aucune preuve certaine pour décider que le roi de Kuishuang est de race Yuezhi. And Pelliot accepted this, and he further expressed his opinion that le Daxia était gouverné par un certain nombre de Shihou, dont les Chinois ont connu 5, etc. And that means there should have been more than 5 Yabgus around Amudarya, and their ethnicity was not of the new invaders called the Yuezhi, but of earlier inhabitants named Daxia. Then, by analyzing the distance recorded in the Hanshu in a preliminary way, I also showed several possible models on the geographical distribution of the 5 Yabgus known to the Chinese and during the Western Han Dynasty. And these are just working hypotheses to be examined by archaeological and numismatic evidence. And concerning the number of Shihous under the command of the suzerain Yuezhi, I explained that the problem raised from Whole Hanshu's oversimplification of the text in the Hanshu on the usage of fan, these characters, or O. So that if one comes out only the whole Hanshu, one will have an impression that there are in total only 5 Shihous and no more than 5. But this is a kind of simplification by the whole Hanshu, please understand that. And by this same slide, I also explained the ambiguity of phrase in the whole Hanshu, and this one translated by Thierry, on the signification of Qi Guo, this realm, its realm, or Sehuayong, according to Thierry. But if one returns to the basic sources of this paragraph,
namely 史记 or 汉书, it clearly refers to Daxia here, to the south of the Oxus. Therefore, unless scholars have good evidence to prove that Fan Ye had a better source than the informant Zhang Qian in the 2nd century BCE, who first described the migration in his days, but in fact we have no such evidence at all from Chinese sources, then any statement to say that the Yuezhi were the direct ancestors of the Kushans is very conjectural. On these questions, both Kern and Falk are still willing to trust the whole Hanshu to a large degree, but their models are still quite different, as I tried to summarize on Monday. And later, Fang's will explain more, but as a brief reminder, I just remark the seat of the Kushan Yabgu in Kern's theory along the Amudarya, and then the one in Falk's theory on the Zerafshan Mountains, and between Dushanbe and Samarkand, not very far from Armasi. Now, the only thing I need to finish about my part is why Paleo could derive his point as such. And this is important because it partly explains Shiratori's view to put all the 5 Yabgus to the east of Bactria here, so like this, and then accepted by almost all the sinologists and historians in China and Japan until now. Like this in Koyama's map. So, as I indicated on Monday, this problem is a semantical and syntactical one, and also a contextual one. Different opinions result in different punctuation. In one phrase, it concerns whether we should segment all the parts directly copied from 史记, here highlighted in gray, and then put all the elements not seen in the 史记 as another whole, here not shadowed. In other ways, should we put a period here or not? If you consult the current edition of Zhonghua Bookstore, then a comma is used, as I put here, because in general, here in a comma, right? Such a way looks smoother in the eyes of native speakers. And also, in this way, this kind of segmentation, it can be straightly compared with the entry on the Kangju people who commended 5 Sogdian polities as its dependencies. But in the eyes of some other historians, they want to divide the Hanshu entry clearly into the parts copied from 史记 here and the new information in the Hanshu, so that a period is used. This will derive an interpretation that the following 9 characters, 共领汉使者有无系侯, must form a sentence of relative constructions. And if this is the case, the sentence can be translated as, by Kawayama, providing supplies for Han invoice, there are 5 shihols. Or more literally, the ones who provide provisional to the Han invoice are the following 5 shihols, and the following is listed here, just after this sentence. So, Kawayama explained his reasons in a recent book published by Routledge and edited by Liu Xinru, and where he contributed 2 chapters, this one and this one, and Hans will comment later. And here I just give a very simple summary on this phrase. For a more detailed analysis, please consult my contributions to the Kushan World, edited by Joe Cribb and others. This syntactical problem was actually a hot debate during the conference in 2013. But in brief, if you read Thierry's French translation like this, then actually he just follows the commentator Yan Shigu in the Tang dynasties.
so that he translate gong as ensemble, as a common meaning of these characters, and lin as being they accepted the Han envoys. And there are 5 yabgus, etc. But the opinion so far defended by Kuwayama, but actually implied by Pelliot, is the opinion by Wang Xianqian at the turn of the 19th century in the Qing dynasty. And he took the gong as the equivalent of this gong as provide, a verb, and lin as a variant of this word for provisions, supply. So in this case, this gong lin can be understood as providing supplies, or as I just translate, who provides supplies or provisions. And another more tricky problem is that both these 3 characters, 汉使者, or a simpler form, 汉使, can be a term for the Han envoys, and this is just a shorter form. Of course, the former term should be 汉使者, but usually it was simplified in the Shi Ji and Han Shu and Hou Han Shu just as 汉使. And that means that to analyze this passage as relative construction or not is both plausible, I would say. Okay. And yes, so let's simplify the question as this. And the one who defended this kind of reading with relative construction was firstly given in a Japanese book of History of Central Asia by Egami in Tokyo, and then it was commented in Yu Taishan's book as well. And also, yes, as I demonstrated, Hanshi, both Hanshi and Hanshizhe stand on Han envoys. So, may I ask something? Yeah. The use of yo, Yo, here. Is it normal? I mean, it's a bit, I'm not a sinologist, but I've read a lot of Chinese sources. And is it a common usage to have these relative clause and then yo, and it's normal? It's standard ancient Chinese. I will explain that. I could not find good example of 折有 in Shi Ji or Han Shu, as I will just explain a little bit later. But grammatically, yes. Theoretically, yes. It's possible. Yeah. So, as far as I remember, all the discussant debate on this in the winter of 2013 for a long time until the sunset. And finally, it was I, in that time still a very small postdoc in Berlin, just raised my hand and expressed my idea that instead of hovering on the difficulty and ambiguity of this classical literature, we should put more weight on the excavated material, such as the wooden tallies from Xuanquan. And this opinion were supported by Etienne and Franz, and then we just stopped this debate and shift to another entry. So, for me, both analyses are theoretically possible, okay? But if you read Falk's entry on this, it looks like Harry is relying on me to say that which solution is better. And so, if you read the book, that seems that I said as both ways of understanding the syntax are legitimate, a conclusion could only be found through a statistical analysis, okay, of speech habits. Yes, indeed, I say so. Unfortunately, both Hanshi and Hanshizhe are quite commonly used for indicating Chinese envoys, and pronominal use of 'zhe' after Hanshi is attested as well. And personally,
I prefer the two-sentence solution. And of course, I must take a part of responsibility to saying this, but I must clarify that this is not exactly what I expressed during the conference, nor what I submitted after the conference as one of the discussants. It is just a highly simplified version by Harry, his own, from my long answer in January 2014. In that time, I could not find a good example of 折有 in 史记 and 汉书, but however, I indeed found an example about this relative construction, but which indeed mean that 汉诗 should be here take as a term, following by 折 as the relative construction, but not 有, just 汉诗 and plus this construction. So, my suggestion in that time, in January 2014, to him is that also there is a great probability to cut this 9 character into 2 phrases, and personally I intend to do so. It seems that one can never be sure about this form in Hanshu text, namely which solution is better. That's why I try to remind you and other colleagues to look for evidence from unearthed texts, such as Dunhuang Tallis. But again, in Dunhuang Tallis, I found no good example of 折有. You understood? So that's why I provide a column on all the Chinese Tallis attested with the 大乐之 for Joe Cribb's edition of the Kushang word. But for this question is still open to some degree. So, yeah. May I ask a question? But even if it's a single phrase, it does not mean that the Yabu are from the Dacia. Even if the preceding phrase, the Dacia, is described as conquered. Yes. I mean, Yabu is an northeastern title. It's before this text, it's known only among the Wusun. And Kangju and Not Kangyu. Not the Kangyu. Not Kangyu. yes, Wusun, Kangju. Yes, in Yeah. the Kangyu, yeah. But it cannot be a local term of Dacia. It's mentioned among the Wusun in the 2nd century BC. Yes. Before the description Yes. of the by the Sun. Yes. So Yes, but it was imported. It was imported with Yuezhe Yes. to Bactria. Kuwayama's idea is that this term was part of the vocabulary of the conquerors, but as meaning subordinate king, it could be bestowed on local people who were not themselves Wechi. Yeah, it could, but it does not demonstrate that these local chiefs were Dacia, were members of the Dacia aristocracy. So we have to divide this question into 2 parts. Why most Chinese and Japanese ethnologists think that this concerns Dacia? Because from the general construction of the whole Hanshu entries, all these texts belonging to the paragraph about Dacia itself. And since it is clear that this shu just means that they listen to the military command or political command of the 大乐之, and then it seems that all these 5 Yagus are just 5 among these smaller rulers, aboriginal or native, in Dacia or Takharistan if you prefer. And that does not mean, or that does not define at all what is the ethnicity of the 5 Yagus. And why I expressed finally that personally I intend to do so is that from general, after analyzing the similar construction of the entry of Yezhi and Kangju concerning the relation of Kangju-Sogdian relation and these Yezhi-Daxia relations. And then here we have very simple phrases
that, let's go back to, in the entries on the Kanju, we also have a separated paragraph on the Sogdian polities, or 5 polities, and end by Fan Wu Xiao Wang, Shu Kangju. All the 5 lesser kings listen to the command of the Kangju. So very naturally, we will think that these are described a very similar or even the same relationship, political or military relation. Yeah, okay. And then what is, yes. So actually, I'm just going to return to this question on this slide that I once used in our 3rd session, whether we can really put prince as Shihou. And my answer, or answer of Yu Taishan or Koyama is yes or no. If European scholars, if Falk take this prince as the male member of a monarch's family, or Prince du sang, prince of royal blood, then that is what we want to say. What we understood is kind of a male ruler of a lower rank than the highest supreme ruler, but not necessarily of the blood of the suzerain. Yeah, do you know what I mean? So my answer is yes or no. And my point is a little bit different from Koyama. And Koyama's point has been explained by Franz a few minutes ago, that he thought Yapgu is something conferred by the suzerain to the subordinated rulers. And then Koyama, in this case, he thought Turkic Yapgu is different from the Shihou in early times. But for me, maybe it continues the same tradition, because we know that in the Turkic period, the Turkic rulers also conferred the title to the king of Kucha as Yapgu, and also king of Khotan as Yapgu. And so this kind of title can still be given to local and native lesser kings. And in that case, maybe this kind of tradition just kept to be used. Do you know what I mean? Yeah, usually the title given by the Turkish Khagan is rather Elitbir. Usually Iltebel. It would be yes, Ilifa. Silifa Yeah. in Chinese. But we might think also to the fact that the lord of Ahron was a Tegin of the Turks. And it seemed quite clear that The taking of the Heftalites. yeah, taking of the Heftalites, sorry. And he was named at the head of the Ahron. So it might be the same, indeed the same situation in the village area. But a member of the brood or not named at the head of the local entities. Yes. Okay. So I think I finished my part, and I can hand over the discussion to Franz. Celui de Falk, publié en 2000, je sais pas comme, enfin assez récemment, et celui de Kuwayama, dont on vient de parler. Alors voilà, pour faciliter la vision, j'ai mis le mien à côté de celui de Falk,
en mettant à peu près à l'échelle. Vous voyez, donc on peut arriver, voilà, là, les monts Issar qui, dans les deux systèmes, en fait, limitent tout au nord, ils sont là, et là, ils sont ici, voilà. Et puis la Moudaria, l'Oxus, il est là, et puis là, il est là. Voilà, donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, les deux systèmes ne sont pas extrêmement différents l'un de l'autre. Il y a plus de points communs entre Falk et moi qu'entre Kuwayama et nous deux. On voit tout de suite, Kuwayama a un système complètement différent. Alors, le système Falk. Falk se fie beaucoup au calcul des distances. Il considère que c'était vraiment soigneusement calculé d'après des jours de marche, etc. Donc, il considère que ces distances sont globalement fiables. Alors, par rapport à moi, c'est pas très différent, vous voyez. En gros, l'essentiel se situe dans les vallées, les vallées de pâture au nord de la Moudaria, c'est-à-dire dans la zone que le Shiji indique comme étant la première zone occupée par les Yuechi. Voilà, ça c'est ici, et selon lui, en gros, c'est ici, mais par rapport à moi, il étend davantage le ressort des Yabgou, d'une part il l'étend davantage vers l'est, puisque il va jusqu'au contrefort du Pamir, ce que je ne fais pas, avec celui-là, Xiumi qui est le premier, c'est important qu'il soit le premier, donc c'est probablement le premier qu'atteignaient les Chinois. Shuangmi, il le situe dans le Chitral, très excentré par rapport à l'ancien système. Dans mon système, ça se situerait par là, vous voyez. Bon. Et puis, il y en a un, Sidun Bomao, le dernier, l'avant-dernier, il le met carrément à Bamiyan. Donc, il étend le système vers l'est et le sud, mais pour les trois autres, c'est pas très différent. Bien. Alors, il a un postulat fondamental qui explique qu'il s'évertue à mettre deux Yabgou très à l'est, sur la voie d'arrivée des envoyés chinois. C'est que la conquête de l'Inde, ultérieure de l'Inde par les couchants, n'a pu être financée que par une accumulation préalable de richesses. Accumulation sur l'axe commercial venant de Chine, les débuts de la route de la soie, et que les Yabgou étaient bien placés pour en avoir le contrôle. Alors là-dessus, j'ai vraiment plusieurs objections. Je renvoie aussi à une discussion que Étienne et moi avons eue récemment. Bien, que les Yabgou, disons globalement les Yuechi, aient pu s'enrichir après leur conquête, c'est évident, mais c'est pas forcément par le commerce. Il y avait les ressources en or et en argent de la Bactriane. Et ces ressources, elles ont pu être obtenues de deux manières. Le pillage des trésoreries des Grecs. Et nous savons archéologiquement que la trésorerie d'Aïchanoum a été soigneusement pillée. Bien. Et par ailleurs, les ressources minières de la Bactriane, l'or de l'Oxus, l'argent du Panchir. Henri-Paul Francfort a écrit récemment un article très important là-dessus. Ressources donc minières qui pourraient éventuellement expliquer que Héraos, le premier qui a émis des monnaies où on a le nom couchant, et qui est peut-être Kujula Kadphises, pour la première fois depuis les Grecs, renouvelle un superbe monnayage d'argent. Eh bien, peut-être bien que, par la Koksha, en face de son domaine, il avait accès aux mines d'argent du Panchir. Alors attention, l'argent du Panchir a pu enrichir les conquérants avant. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que jusqu'en 80 avant Jésus-Christ environ, on a toute une série d'énormes, magnifiques monnaies d'argent émises au sud de l'Hindoukouche par les Indo-Grecs et qui ne portent pas de légende indienne. Et on en a beaucoup trouvé dans le trésor de Kunduz ici. Et une des hypothèses qui est faite, et à laquelle je crois assez fortement, c'est que c'est de l'argent de tribu. C'est-à-dire, c'est un tribut.
c'est ce qu'on appelait au moment de l'invasion des Vikings le Danegeld. C'est-à-dire que ce sont des monnaies émises par les Indo-Grecs, les Grecs repliés au sud de l'Hindoukouche, pour calmer ceux qui arrivent du nord. Et ça aurait donc été un tribut préventif versé aux Yuezhi arrivants, et ça dure jusque vers 80 avant Jésus-Christ. Donc, voilà, les Yuezhi, ils ont eu plusieurs possibilités de se remplir les poches assez tôt. Mais je dirais, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. Oh. My PowerPoint is blocked. Hein? C'est bon. Mais c'est pas bon du tout. Non, mais maintenant appuyez sur la flèche. Maintenant, j'appuie sur la flèche. Ah ouais. À mon avis, l'essentiel n'est pas là. On ne conquiert pas l'Inde parce qu'on est riche. On conquiert l'Inde pour devenir riche. Et l'histoire répétée des conquérants, des conquêtes de l'Inde, semble confirmer ça. Or, ah ben alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, d'accord, c'est... j'étais un peu en avant. Voilà. Et ça nous est dit explicitement par le Huangshu. Vima Taktu, si c'est lui, c'est probablement lui. Produced a complete collapse of Tianshu, Northwest India, and installed a general to supervise and lead it. Ça a été discuté par Chao. The Yuezhi then became extremely rich. Voilà. Ça, à mon avis, c'est la meilleure réponse à Harry Falk. C'est le Hanshu qui la donne. Les Yuezhi, avant tout, ils sont devenus riches parce qu'ils ont, en conquérant l'Inde, et ils avaient sans doute des moyens financiers avant, mais moi je dirais que pour conquérir l'Inde, les ressources principales qu'ils avaient, certainement très abondamment, c'est de la cavalerie. Voilà, et pour conquérir l'Inde, c'est plus important d'avoir de la cavalerie que d'avoir des stocks d'argent dans ses trésoreries. Bien, alors, maintenant j'en viens aux identifications de toponymes. Alors, là, Falk est parfois d'accord avec moi, mais parfois il accorde davantage que moi de crédit aux sources plus tardives. Et en fait, il descend plus bas que Kuwayama, qui s'appuie beaucoup sur le Weishu. Il mobilise aussi Xuanzang, au 7e siècle. Alors, il a une théorie que j'avoue ne pas très bien comprendre pour identifier les toponymes. Il a identifié les transcriptions chinoises avec des toponymes locaux. Sa théorie, il l'appelle Herd Chinese. Voilà. Donc, on pourrait penser, voilà. Comment est-ce que les Chinois... je ne comprends pas comment c'est formulé, parce que moi je préférerais local languages as heard by the Chinese. C'est-à-dire comment les Chinois ont entendu et transcrit des noms locaux. C'est pas la façon dont les locaux comprenaient le chinois. Ce qui est significatif, c'est la façon dont les Chinois comprenaient les noms locaux. Et là, je ne comprends pas très bien comment ils s'expriment. Mais tu ne crois pas que c'est juste une reprise de ce que dit François Thierry dans son article sur les Yuezhi, où il explique que, en fait, quand on passe par le vietnamien, sans passer par toutes les diacritiques de les blancs, etc., on a une version assez bonne de ce que devait être la prononciation. Oui, non, mais c'est pas ce que Falk écrit. Lui, quand on lit ce qu'il écrit, il s'agit vraiment de la manière dont les toponymes locaux pouvaient être entendus, et ça ne correspond pas aux restitutions générales de l'ancien et moyen chinois par Pelé Blanc, Carl Green, etc. Alors là, je ne comprends pas très très bien. Bien, alors maintenant, pour caler son système, il a il fait des manipulations que moi je trouve un petit peu bizarres. Par exemple, il éprouve vraiment le besoin. On dit que Taïwan est un pays au nord-est des Yuezhi. Alors, comme il met les Yabgou pas mal plus au sud que moi, il s'efforce de mettre Taïwan plus au sud qu'on le met d'habitude. C'est arbitraire. Taïwan, c'est le Fergana. On a toujours su que c'était le Fergana. C'est le pays qui produit les plus beaux chevaux que convoitait la Chine.
Et je suis désolé, mais les limites historiques du Fergana, c'est ça. Hein, c'est cette grande plaine qui commence à Khoujand, qui va jusqu'à Ouzgend, où Étienne et moi sommes allés. C'est très délimité, c'est une grande plaine très fertile entourée de montagnes qui offre des merveilleux pâturages. Alors lui, il veut absolument le caler à la fois vers le sud-est, ce qui amène le Taïwan dans des régions montagneuses très élevées où on ne l'attend pas vraiment. Bien. Alors en fait, voilà, il considère que la seule voie d'accès possible des envoyés chinois vers les Yuezhi, les Yabgu, c'était les vallées, les hautes vallées, qu'est-ce qu'il a fait ma flèche? Voilà, les hautes vallées du Pamir, et notamment le corridor du Wahan qui est ici. Il élimine complètement une voie plus au nord, à laquelle moi je pense pour expliquer le fait que le Yabgu de Siumi vient en premier, et ensuite le Yabgu de Siumi vient en premier, oui, celui-là, Hemo, et celui de Shuangmi en deuxième, c'est la voie de l'Alai, c'est-à-dire le haut cours de la rivière Warsh. Pour lui, et ça, on en a parlé la semaine dernière, voilà, Garm, c'est ici, c'est cette haute vallée. Kashgar, voilà. Alors, il dit non, il écarte complètement cette voie possible, il voit les envoyer beaucoup plus au sud. Étienne a déjà expliqué la semaine dernière pour quelle raison on ne peut pas écarter comme ça la route de l'Alai. Et Chao Zhong a également expliqué que dans les schémas de distance qu'on peut établir d'après ce qu'indique le Ranchu, il est bien possible qu'il y ait eu aussi une route passant par là. Bien. Alors, bon, je passe là. Il utilise Ptolémée qui retranscrit l'itinéraire du marchand syrien Maestitianos. Alors là aussi avec des points de vue sur lesquels je suis réservé. C'est-à-dire qu'il considère que ces marchands de Maestitianos calculaient des coordonnées géographiques et que c'était transmis à Ptolémée. Or, on sait très bien que ce n'était pas le cas. Il ne se promenait pas avec des télescopes et des gnomons. C'est simplement que on a recalculé, Ptolémée a recalculé le système des coordonnées d'après les jours de marche. Bien. Alors, malgré tout, bon, il a quelques bonnes... voilà, il montre que Ptolémée a sans doute entendu parler du Wahan. D'ailleurs, il n'est pas le premier à le dire, c'est un philologue allemand, Humbach, qui le premier avait trouvé ça, parce qu'il situe quelque part, à l'est de la Bactriane, un Wandabanda, et qui pourrait très bien être Wahandarbanda, c'est-à-dire la gorge, le défilé du Wahan. Et ce qui, du coup, voilà, Ptolémée, les marchands de Maestitianos auraient peut-être bien pu passer par là, et pas par là, pas par la Laï comme je le pensais. Et du coup, la fameuse tour de pierre, qui est le lieu d'échange entre marchandises occidentales et marchandises chinoises, pourrait bien être, comme ça a été plusieurs fois proposé, ici à Tashkourgan. D'ailleurs, Tashkourgan, ça veut dire la tour de pierre. Bien. Là, pour ça, je pense qu'il offre une alternative intéressante. Bien. Ceci dit, la connaissance du Wahan, du défilé du Wahan, peut remonter à l'époque de l'occupation grecque de la Bactriane. Parce qu'enfin, si les Gréco-Bactriens avaient ici une capitale à Aïranoum, on est quand même tenté de croire qu'ils sont allés voir par là. Non, et puis surtout dans l'itinéraire de Ptolémée, la seule indication qu'on ait, c'est la montée des Comèdes. Oui, alors là, Falk propose quelque chose. Il pense qu'effectivement, en gros, il pense qu'ils montaient par là, et puis à certains moments, ils ont obliqué vers le sud, au lieu de prendre la route directe de l'Alaï. Voilà. C'est qu'il y aurait quand même la montée des Comèdes.
puis après ils obliquent vers le sud. Mais là aussi, bon, ils se basent sur des projections de coordonnées précises chez Ptolémée qui, en fait, à mon avis, sont pas fiables. Bon. Ceci dit, contrairement à Kouayama, il accorde de l'importance à la route du Pamir comme voie d'arrivée des envoyés chinois, mais il ne va pas jusqu'à y situer des Yabgou, ce que fait Kouayama. Alors maintenant, remarque plus détaillée sur les endroits où il situe les Yabgou. Bon, sur le premier, Shumi, qui est associé au lieu appelé Hemo, moi j'avais tenté d'y retrouver Comed, ou Garm, qui est un toponyme sur l'Alaï. Bon, lui, oui, parce qu'en ancien chinois c'est Guamek, alors ça peut rappeler Comed, ça peut rappeler Garm. Bon, lui, avec son système de Heart Chinese, qu'en fait je ne comprends pas, il met ça un peu plus loin au sud-est, à un endroit qui s'appelle un lieu important qui s'appelle Vamar, qui est le débouché d'une des vallées du Pamir sur la Moudaria. Bon, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que je propose. Il étendrait un petit peu le ressort de ce Yabgou jusqu'à l'arrivée de cette vallée du Pamir. Bon, voilà. Voilà, il l'étend un peu comme ça. Là, il n'y a pas de gros changement avec moi. Pour Qichang, alors là, je suis vraiment pas d'accord avec lui. Voilà, moi je le mets donc à Qichang est associé à Rutsao et tout le monde est d'accord que ça veut dire c'est Warsh, bien, c'est-à-dire le nom ancien de l'Oxus, voilà, enfin, le nom de l'Oxus transcrit par les Grecs comme Oxus, cette grande vallée qui est ici, et que j'ai donné les raisons pour penser que c'était vraiment associé à la basse vallée, à la région du grand site de Tarti-Sanguine, etc. Bien. Alors lui, il les bouge un petit peu au nord, bon, tout en admettant que Wutsao c'est Warsh, mais il les bouge un peu au nord, il les met du côté de Hissar. Alors évidemment, ce serait assez excitant maintenant qu'on a la nécropole royale qu'on a la tombe royale de Al-Massi tout près de Hissar. Bien, mais son argument est que des voyageurs du 19e siècle, mais je n'ai pas pu vérifier l'information, signalent dans la vallée du Zérafchan ici, au pied du col de Lanzob qui descend au sud, le grand, un endroit qui s'appelle Kushana. Bien, alors pour lui, ça veut dire c'est la limite du Yabgou des couchants. Mais oui, mais on peut comprendre autrement. C'est la limite du pays couchant plus tard. C'est tout simplement la frontière historique qui passait entre la Sogdiane enfin le Kangkyu au départ, la Sogdiane ensuite, et l'Empire couchant. On peut très bien comprendre les choses comme ça. Bon. Gaofu, alors il est d'accord avec moi que c'est par là, à cause du nom de Termès qui est indiqué comme le second siège du pouvoir, situe le premier à voilà, des sites par là, Kélif, Kampir Tepe, bon, ça peut être bon, mais en gros il est d'accord avec moi pour ça. Alors, pour Xuangmi, c'est là où vraiment je me sépare de lui complètement, et où lui rejoint Kouayama. C'est d'ailleurs la seule fois où il rejoint Kouayama. Il le met au Chitral, voilà, ces hautes vallées qui, en fait, sont la route historique qui descend vers la vallée de Kaboul, le Gandhara, etc. Parce que, effectivement, Xuangmi, et le nom Xuangmi est associé à cette zone dans les sources ultérieures, peut-être le Weishu, en tout cas Xuanzang. Bien. Mais bon, ça l'embête un peu, de même que ça embête Kouayama, parce que du coup, le lien qu'on veut établir entre les Yabgou et la Bactriane, le Tassien, c'est filoche. C'est évidemment pas en Bactriane. D'ailleurs, Xuanzang lui-même écrit « Le Xuangmi ne fait pas partie du Turkharestan ». Bien.
Alors, Falk est obligé d'écrire « At least one real Yabgu did govern a land which did not belong to the Kushan family ». Bon, alors j'ai une autre objection. J'attends qu'on me montre les richesses et les grands pâturages du Chitral. Bien. Alors, maintenant, Sidun, le 5e, capitale, Bomao. Alors, moi, j'avais fait un rapprochement ici, voilà, avec un toponyme connu dans les campagnes d'Alexandre, la Bubassène, donc Boubac. Ça irait bien avec Bomao, qui est donc en transcription, qui donnerait Boubac. Bon, okay. C'est vraiment très très proche. Falk object, la Bubassène, mentioned just once in Quintus Curtius with unclear local coordinates. C'est pas. Hein? You modify something. Yes, on the realm of the first Yabgus in Harry's theory. In Harry's theory, the Yabgu of Shumi. Yes. Well. It was not so exact. In Harry Falk's theory, the seat is here, Korok, as I have put it in. Vamar. Yes. No, I checked on the map. It's Yes. I wrote it with lead pencil. It's a Yes. bit north of Khorog. You look at what I wrote in lead pencil. Yes, but anyway, in his paper, Yes. it means that the main realm of the first Yabgu is along the Gund Valley. So you put it to north. Yes, but he admits also he doesn't reject the Yes. idea that it is also the Garm region, Right, etc. right. He extends it. Well, as far as I tried to come out his real image in his mind, he thought that the main realm of the first Yabgu is along the Gund Valley. Mhm. And the seat One is of the Gund Valley, one of the Yes, valleys you from can the check Pamir. my slides. Ok. Alors, Sidun Boumao, alors il dit, ce Boumac cité par Quinte Kurz, on ne sait absolument pas où c'était. Ben, c'est pas tout à fait vrai. Parce que la pacification de cette région, Boumac, est indiquée comme ayant eu lieu à la fin de la campagne en Sogdiane, entre le mariage d'Alexandre avec Roxane, que Claude Rapin très ingénieusement a récemment situé dans la moyenne vallée du Shulchan Daria. Et on a même, Claude Rapin et moi avons retrouvé le château où Alexandre a rencontré Roxane. Et peut-être même où il l'a épousée. Bien. D'autre part, et ça se situe entre le mariage d'Alexandre et Roxane, donc ici, et le départ définitif de l'armée grecque vers l'Inde, au moment où ils vont refranchir la Moudaria. Donc c'est pas très loin du Shulchan Daria. Et mon argument pour situer là, c'est que c'est l'ordre l'ordre croissant, légèrement croissant, des distances des trois derniers Yabgu, Kushang, Sidun et Gaofu. Donc on aurait Sidun entre Kushan, que moi je pense situer précisément, et Gaofu que je situe également précisément. Et donc on a le choix, il reste comme choix, cette région, la vallée du Kafir-Nigan, où comme par hasard, on a fouillé l'une des plus grandes nécropoles nomades, ou de nomades en sédentarisés, du Tadjikistan. Donc c'est là où je situerai le... Voilà. Alors, lui, où est-ce qu'il va mettre Boubac? Sur la base d'une ressemblance de nom, il pense à Bamiyan. Bien. Bon, alors donc très très au sud. Ça étend la zone des Yabgu jusqu'à l'Hindoukouche. À mon avis, c'est pas possible. Parce que Bamiyan est une zone sans importance et enclavée, et elle a été désenclavée par la conquête turque au milieu du VIe siècle. Ça, c'est quelque chose que Kouayama a bien démontré. Bamiyan naît de la conquête turque du milieu du VIe siècle. Archéologiquement, on a retrouvé, les fouilles de Tarzi ont trouvé des niveaux du IIe siècle de notre ère,
mais on n'a rien de plus ancien. Il n'y a pas de monnaie, on ne sait pas du tout si les Grecs y sont sans doute allés, mais ils n'ont pas dû laisser grand-chose. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le système Falck. Il a un certain nombre de points communs avec moi, bien, et sur les points sur lesquels nous nous écartons, j'ai quand même à chaque fois une objection à présenter. Alors maintenant, le système Kuwayama. Voilà, je m'excuse, les noms des Yabgous sont écrits en tout petit, hein, mais j'ai entouré en bleu, vous voyez, je les ai entourés en bleu. Alors, Kuwayama, donc dans son système, tout se passe en réalité dans le Pamir méridional et au sud du Pamir. Donc, il élimine complètement cette idée que j'ai partagée avec Pelé-Blanc et en partie avec Falck, que ça se situe dans les vallées au nord. Il assume complètement une route par les Pamirs. Alors, il est dans la ligne pour ça de Marquardt et de l'école japonaise, Shiratori et Kuwabara. Alors, il faut commencer donc par rappeler sa nouvelle traduction. Bon, Zhao Zhong en a déjà parlé, sa nouvelle traduction du Hanshu et du Shiji. Dacia originally had no great king. Each town often had a lesser king. Inhabitants are weak and scared in battle. Accordingly, when the Taiuechi migrated there, they carefully stored all of them as subjects. Providing supplies for an envoys, there are 5 Sihus. Suis la liste. All of the 5 Sihus are subjects of the Taiuechi. Bien. Et dans le Shiji, Dacia is more than 2,000 li to the southwest of Fergana, south of the Gui River, Oxus. Their manners and customs are sedentary, holding towns and houses. Et là, ça rappelle beaucoup ce qu'il y a dans le Hanshu. They do not have a great king ruling all over the country, not the Hanshu, but often have town heads. Private soldiers are weak and fear a battle, while the people are good at business. Et là, dans le Shiji, on ne parle pas encore des Yabgous. Alors, les postulats, il y a 3 postulats fondamentaux de Kuwayama. Les Yabgous, les Sihu, appartiennent aux Dacia, pays conquis, et pas originellement aux Yuechi. Bien. Même s'ils ont été intégrés dans la structure politique Yuechi. Par ailleurs, les 5 Sihu, et c'est directement fondé sur sa traduction, que Zhao Zhong vient de commenter très en détail, il ravitaille les envoyés chinois. Donc, il se trouve juste au débouché des routes qui arrivent de la Chine. Voilà, et ces routes passent par le Pamir. On peut supposer les envoyés chinois meurent de froid et de faim, et les premiers qui les nourrissent, ce sont les Yabgous, qui sont donc situés juste à l'arrivée. Et puis, autre postulat, il y avait dans le Dacia d'autres Yabgous, mais qui ne sont pas nommés, parce que ce n'est pas eux qui ravitaillent les Chinois. Bien. Alors, les identifications, largement reprises de Shiratori, et fondées sur les identifications ultérieures que donne le Weishu, donc le Weishu compilé reflétant les événements du 5e, 6e siècle. Xiumi, le Yabgou numéro 1, c'est la partie est du Wahan. Shuangmi, le Yabgou 2, c'est le Chitral. Alors là, il rejoint Falck. Kueishan, donc Kushan, il est d'accord que c'est Kushan, ça veut dire Kushan. C'est la partie ouest du Wahan. Bien. Et Sidoun, que donc, aussi bien Falck que moi, on situe plutôt donc, par là, enfin descendant éventuellement jusque-là. Hein. Pour lui, c'est le piémont du Badarchan, la partie centrale du Badarchan, près de la Faizabad, capitale actuelle du Badarchan. Et Gaofu, que Falck et moi situons là, il le met là, beaucoup plus au sud. Alors là, pour Gaofu, il admet que l'identification du Weishu ne tient pas. Parce que dans le Weishu, c'est identifié à Kaboul. Pour lui, ça ne tient absolument pas. Et donc, il propose Yamran, la haute vallée de la Koksha,
au sud de Sidoun. Mais je dois dire que cette proposition n'est pas du tout argumentée. Le seul argument, c'est que Shiratori proposait ça. Bon. Alors, maintenant, mes objections. Bon. Son idée que, je prends ces postulats un à un, bon. Son idée que les Yabgu appartiennent tous au Dacia et que le Dacia, c'était forcément... C'était au sud de la Mouda, de l'Oxus. Ça, c'est effectivement dit dans le Hanshu ou dans le Shiji. Le Dacia est au sud de l'Oxus. Bon. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui oblige, je pense d'ailleurs comme François Thierry et d'autres, et Pelé Blanc, que rien n'oblige à considérer que la zone originellement conquise par les Yuezhi est elle aussi fait partie du Dacia. Et que quand on nous dit le Dacia est au sud de la Moudaria, ça veut dire le Dacia non directement occupé est au sud de la Moudaria. Parce que Dacia, c'est quelque chose ça doit prolonger une entité géopolitique antérieure. Ça doit correspondre à quelque chose de consistant du point de vue géopolitique. Bon, ça prolonge sans doute la Bactriane des Grecs. Or, la Bactriane des Grecs, bon, je sais bien, elle ne comprenait pas toute la zone, mais enfin, elle allait jusqu'à la rivière, jusqu'au fleuve Warch. C'était ça, plus ça. Et là, sur le fleuve Warch, je mets 2 des Yabgu. Bien. Et par ailleurs, on pourrait penser aussi que le Dacia, ça préfigure ce qui, à partir du IIe siècle de notre ère, va être connu comme le Tokarestan, c'est-à-dire le pays des Yuezhi. Et on sait que le Tokarestan, il va jusqu'au mont Issar. Alors, une chose dont j'aimerais bien beaucoup qu'elle soit exacte, c'est que Kuwayama cite, mais sans trop prendre parti, une étymologie qui ferait de Dacia la transcription de Turara. Voilà. Bon. Est-ce que ça pourrait marcher? Parce que là, ce serait extraordinaire. Ça a été proposé. Ça a été proposé. Bon. Par Mark Fart. Et Kuwayama n'est pas vraiment contre. Voilà. Alors, de toute façon, Kuwayama n'est pas très consistant avec lui-même. Parce que dans son système, qui situe tous les Yabgu au Dacia, en Bactriane, il y en a 3 qui n'y sont pas. Le Yabgu du Chitral, il ne peut pas être en Bactriane. Et même les 2 qu'il met dans le Warch, dans le Waran, bon, il faut tirer les choses un peu loin pour considérer qu'on c'était considéré comme une partie de la Bactriane. Alors, maintenant j'en viens à des objections plus précises. En fait, il assimile les petits rois du Dacia aux Yabgu. Ce sont en réalité ces petits rois locaux qui ont été promus au titre de Yabgu et intégrés comme tels dans le système des Yuezhi. Alors, je considère, moi, et c'est une discussion avec Étienne, que, en fait, on a affaire à 2 niveaux de pouvoir qui sont différents, qui sont ces petits rois, sur lesquels on a quand même quelques indications. Chaque ville, alors, ville, lui traduit ville, Thierry traduit ville fortifiée. Je ne sais pas si le mot chinois implique une fortification. Ça implique. Il y a un rempart. Bon. Chaque petite ville avait un petit roi, les habitants sont faibles, et puis après, dans le Shiji, on nous dit que, private soldiers, mercenaires, enfin là, je vais demander à Chao Zhong des précisions, sont faibles et craignent la bataille. Eh bien, ces gens-là, ce sont les chefs locaux de villes et terroirs associés, entre lesquels s'est fragmentée la Bactriane après le départ des derniers Grecs, vers 130 avant notre ère. Et ces gens-là, on nous dit clairement, ils n'ont pas d'armée organisée. L'armée, elle est partie au sud avec les Grecs. Ils ont seulement des faibles milices de recrutement local. Et
on peut trouver une certaine substance archéologique à ces gens-là. Ce sont très probablement ces entités politiques, plutôt que les Yabgou, qui ont émis le petit monnayage d'imitation qu'on voit, très abondant, en Bactriane, et qui a circulé entre la fin des Grecs, vers 130, et l'arrivée, donc le début des émissions monétaires des Raios au 1er siècle de notre ère. Voilà, obol, imitation de Cratide, typiquement un petit monnayage local. On les trouve dans les tombes, dans ces fameuses nécropoles nomades dont j'ai parlé. Ça, ce sont les imitations d'Hélioclès, successeur, dernier roi grec de Bactriane. Alors, parfois un petit peu plus, des imitations, semble-t-il, de niveau un peu supérieur, des imitations de tétradrachmes. On trouve aussi des imitations de monnaie parthe, de Phraates IV, 38-2 avant Jésus-Christ. Celles-là, elles ont été trouvées à Tartis-Sanguine. Elles sont contremarquées, semble-t-il, par des pouvoirs locaux. Donc, on voit très bien que ces imitations n'obéissent pas à un système centralisé. Ce sont des initiatives locales. Et, à mon avis, ça va très bien avec cette indication du Shige. The people are good at business. C'est-à-dire que ce petit monnayage abondant, à mon avis, traduit une forte activité commerciale locale, et c'est exactement la manière dont on nous décrit ces petits pouvoirs locaux post-grecs. Bien. Alors, j'ai une question à Chao Zhong. La nature des troupes de ces gens-là. Lui, il traduit... alors, Kuwayama traduit « private soldiers », Thierry traduit « soldats », et je crois que dans des traductions plus anciennes, Watson, c'est traduit « mercenaries » ou quelque chose comme ça. Quel est le mot chinois? I check Watson's. Hein? I think he just So first I check Watson's translation of the Shiji, and there his translation is not so good. He translate the words as people. People. But in fact, the Chinese text gives Bing soldiers. Soldiers. So Thierry's is good, and there is no exact words for private. So this is an addition by Kuwayama. Yes, but the original text gives qi Bing again with the determiner qi. So someone's soldier or its soldier. So it can be soldiers of Daxia as a territory. Or soldiers of each of the petty kings. Yes. Their own soldiers. Yes, but it's Alors, private. on comprend or not. donc private. Oui, c'est. And one more thing, in Hanshu here you have the lesser king in Kuwayama's translation, but there we would rather translate the word as Zhang chiefs, small C'est-à-dire chiefs. Hein? Small chiefs, ce que je préférerais. Alors, je continue avant d'en venir au cas des Yabgou qui, à mon avis et à celui d'Étienne, ne peuvent pas être couverts par cette description. Je continue sur la substance archéologique de ces petits chefs locaux. Donc, ils ont émis de la petite monnaie parce que, voyez bien que la structure étatique centrale et l'armée centrale se soient effondrées après avec la chute des Grecs, ça restait des pouvoirs locaux qui contrôlaient des bazars et qui contrôlaient des terroirs. Bien. Alors, ces villes-là fortifiées qui ont des petits rois, des petits chefs, archéologiquement, on les saisit pas très bien, mais malgré tout, on a quelque chose. Aïkhanoum, après le départ des Grecs, comment se présente Aïkhanoum? Jusque peut-être vers 100 avant, peut-être après, donc on est à l'époque de l'ambassade de Changqian, on est à l'époque du Shiji.
Eh ben, Aït-Khanoum est occupé par ce qu'on a appelé longtemps les squatteurs. En fait, ce sont des Bactriens locaux qui ont utilisé la ville en lieu de pillage, carrière de pierre, etc. Mais qui avaient qui avaient malgré tout un certain niveau d'organisation. Parce que, par exemple, ils ont recreusé le canal qui passait dans la ville. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé en fouillant le théâtre. Ils ont massacré des gens qu'ils ont jetés dans le théâtre. À mon avis, des collabos, des gens qui avaient collaboré avec les Grecs. Ils ont pillé la trésorerie. Alors, il y a une inscription qui rappelle l'écriture d'Almasi, mais là, on va en venir là-dessus après. Semble-t-il, ils ont fait le culte a modestement continué dans le grand temple des Grecs, dans une chapelle. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, les petits chefs qui ont quelques troupes locales et qui sont bons pour le business. Alors, sur d'autres sites, et par ailleurs, le rempart d'Aït-Khanoum, qui était très usé, a été ensuite recouvert par une grosse levée de galets qui l'a donc remplacé par un rempart, disons, très sommaire, mais suffisant contre les charges de cavalerie, pas les instruments de siège. Mais on ne sait pas dater cette modification. Moi, ça me ferait bien penser à des petits chefs locaux qui craignent des attaques de pillards Yabgou. Sur d'autres sites de Bactriane, mais c'est brièvement signalé par Dveladze, hein, on a, semble-t-il, effectivement, après les Grecs, une phase de remise en défense sommaire, mais sans utiliser les techniques de fortification des Grecs, simplement avec des levées de terre, des levées de galets. Et bien pour moi, c'est ça. Bien. Alors, les Yabgou maintenant, où les mettre là-dedans? Bon, je suis d'accord avec un certain nombre de choses. Bon, je suis d'accord que c'était peut-être pas tous des Yuechi. Ça pourrait être... ce sont des gens qui se sont fédérés aux Yuechi, qui sont rentrés dans leur système politique. Certains d'entre eux pourraient, par exemple, avoir appartenu à la vague antérieure des envahisseurs, c'est-à-dire les Sakas. Pourquoi pas? Bien. En tout cas, je pense que ces Yabgou, où qu'on les mette, quelles que soient leurs origines, ce ne sont pas des gens qui ont des petites milices locales qui craignent la bataille. Ce sont des gens qui ont des armées de cavaliers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de raison de les distinguer du Yabgou couchant, qui est l'un d'entre eux, et qui finira par les vaincre militairement. Ce sont des gens qui étaient capables de l'affronter. Alors, ce Yabgou couchant, qui est peut-être en train de devenir le premier roi des couchants, il s'est peut-être mis en scène sur les reliefs de Khalchayan, qui est donc dans la vallée du... Oui, ce serait plutôt dans la zone où je situe originellement les Yabgou de Gaofu et Shuangmi, mais là on est déjà à un stade où l'unification est faite. C'est probablement... Alors, les relèves de Khalchayan, je vais en reparler un petit peu après. Ce sont des compositions retrouvées en fragments au sol, très complexes, qui montrent une scène de bataille, et puis des scènes, des portraits de groupe de la famille royale. Quelle famille royale? Et il y a, semble-t-il, un héros principal qui est ici et qui exhibe une armure qu'il a sans doute prise en trophée dans une bataille. Bien. Je pensais avec Claude Rapin que la bataille mise en scène, c'est peut-être une guerre frontalière entre Yuechi et Kankyu. Mais bon, ça pourrait être aussi, comme on avait pensé avant, la soumission de certains de chefs Saka de la vague d'envahisseurs antérieurs, et pourquoi pas certains d'entre eux auraient été des Yabgou. Bon.
Là, sur ces reliefs, les vainqueurs affichent un type ethnique très spécifique, hein, voilà, qui n'est pas mongoloïde, qui comporte des caractères quand même, disons, on dit de Haute-Asie, bien, ils ont une déformation artificielle du crâne, ils sont vêtus légèrement, ce sont des archers, hein, et ce type physique ethnique est contrasté avec celui de leurs adversaires, qui ont un type europoïde qui rappelle tout à fait la façon dont les Grecs représentaient les Scythes. Bon, je pense qu'en fait il s'agit de Kankyu. Voilà. Et que ça représente... donc, ces gens-là s'affirment très spécifiquement. Alors, ça n'est pas ce qu'on pourrait penser que pouvait être le type local bactrien. C'est pas le type des local des sédentaires bactriens. C'est pas non plus vraiment quelque chose qui évoquerait des petits seigneurs de haute montagne qui élèvent des yaks à 4000 mètres d'altitude. C'est tout simplement, où est-ce qu'on les trouve dans les textes? Eh bien, ce sont ce que le Shiji et le Hanshu mentionnent comme les vaillants, les Yuechi, de vaillants archers qui sont 100 000 à 200 000. C'est exactement ce qu'on nous décrit comme les Yuechi. Et donc, je dirais, sur la base des reliefs de Khalchayan, moi je ne vois vraiment pas sur quelle base je pourrais différencier Yuechi, dont voilà l'ethnotype bien caractérisé, couchant, parce qu'ici on a sans doute le Yabgou couchant et peut-être Kujula Katfises, on revient là-dessus, et Yabgou. Je ne vois pas où faire passer la ligne de partage. Bien. Alors, je vais peut-être revenir sur Khalchayan puisqu'on a encore un petit peu de temps, mais je continue sur Kuwayama. Voilà. Alors, Kuwayama, pour ses identifications, se base uniquement donc sur les identifications du Weishu, et il n'invoque aucun argument dans la toponymie locale, aucun argument dans la toponymie ni antique ni médiévale, ce qui est moi était la base de ma démonstration. Alors le seul qui est un peu discuté, c'est Kuishuang, il est bien d'accord que c'est couchant, tout le monde a toujours été d'accord là-dessus, dont le siège est Hutsao, c'est-à-dire Wartsao, Warsh. Bien. Il est d'accord, mais, alors donc, moi, ça me mène ici, hein. Mais, comment est-ce qu'il s'en sort? Il dit, bon, bah, Warsh, ça pouvait désigner la haute vallée de la Moudaria, aussi, et donc, voilà, dans le Wahan de l'Ouest, on confine à la haute vallée de la Moudaria. Sauf que, je pense avec Claude Rapin avoir démontré que le nom Warsh dans le haut cours, le cours supérieur, était en fait associé était en fait cette rivière-là, qui s'appelle toujours Warsh, et qu'ici c'était pas le Warsh, ça s'appelait autrement, c'était le War, qui a donné le nom du Wahan. Donc son argument pour situer le Yabgou couchant sur base toponymique, pour situer le Yabgou couchant dans cette zone, me paraît extrêmement faible. Bien. Alors, oui, l'autre argument que j'emploie et qu'accepte Falk, c'est-à-dire que le Yabgou, le dernier Yabgou de la liste, le Yabgou du Gaofu, oui, non, Falk, c'est celui que Falk met à Bamiyan. Le Yabgou du Gaofu aurait pour capitale, seconde capitale ultérieure, Termez. Bon, dont on reconnaît très bien le nom. Kuwayama ne mentionne pas du tout ce toponyme. Voilà. En fait, en gros, il considère, il rejette le Huanshu. Comme Kuwabara, il considère le Huanshu comme un abrégé peu fiable du Hanshu. Alors, pour conclure, il reste, on a bien vu, la question non résolue de savoir qui nourrissait les envoyés chinois à leur arrivée.
d'après la syntaxe du chinois, on a bien vu que ça peut désigner le Taxia, ça peut désigner les Yuechi et ça peut désigner les Yabgu. Bon, même si ça désigne les Yabgu, comme le pense Kuwayama, ça ne s'oppose pas à mon système, parce que les envoyés chinois arrivent de l'Est, alors peut-être par le Pamir, hein, peut-être par l'Alaï, et ils arrivent et ils sont amenés dans leur tournée de la région à fréquenter les campements des Yabgu. Bien, surtout si on considère que cette information s'applique à un moment où il n'y a plus de royauté centrale Yuechi. Ça, c'est un point qui reste discuté. Peut-être qu'à un moment, on voit disparaître le roi des Yuechi et qu'il n'y a plus que les Yabgu, et que la royauté des Yuechi est rétablie par le Yabgu couchant. Je ne vois pas ce qui empêcherait les Yabgu d'avoir été ceux qui prenaient en charge les envoyés chinois à leur arrivée. Bien, alors, petit retour sur les reliefs de Khalchayan, parce que non seulement, à mon avis, ils correspondent bien au texte chinois que nous avons, mais qu'en plus, je pense qu'il y a un élément un solide de datation. L'un des personnages figurant dans la galerie, alors voilà, dans la galerie des princes, dès le début, on a compris qu'il n'était pas comme les autres. Hein. C'est pas un Yuechi, c'est pas non plus un des adversaires, peut-être Kankyu, c'est un Parthe. Bien. On a dit, Pugachenkova, un Parthe ou un Indo-Parthe. En tout cas, la coiffure est absolument typique des souverains Parthes. Parce que, alors, c'est un souverain, parce qu'il a un diadème. C'est pas le serre-tête, c'est pas le bandeau qui attache la coiffure des Yuechi et qui évite qu'ils aient les cheveux dans le visage quand ils tirent à l'arc. C'est vraiment un attribut royal. Alors, qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai fait l'hypothèse qu'il était identique à un roi parthe connu, Vardhan Ier, dont le règne est attesté de 39 à 47 de notre ère. Dans toutes les monnaies parthes, c'est un des seuls, c'est un de ceux qui se rapproche le plus de la coupe de cheveux de ce prince. Hein. La barbe parce qu'il y a des subtiles différences entre eux. La barbe en pointe, vous voyez, les grosses boucles rondes qui tombent des deux côtés, c'est vraiment très très proche. Bien. Or, Vardhan Ier, c'est le seul souverain parthe dont nous sachons qu'il est allé en Bactriane. Hein, on a examiné ce texte la fois d'avant. Chassé du trône, il se réfugia dans les plaines des Bactriens, et puis finalement il est rétabli sur le trône, il revient chez lui, et puis il revient à l'est, il fait des campagnes contre les nomades qui sont à l'est de son empire. L'hypothèse que j'ai faite, c'est que réfugié chez les Bactriens, c'est-à-dire les couchants, les premiers couchants, il a conclu une alliance. Je pense que cette alliance était matrimoniale, aussi en partie. C'était toujours le cas dans ce genre d'épisode. Le voilà, il est là. Là, il y a un souverain, Yuechi, semble-t-il, âgé. Et il y a une princesse. Alors, je ne garantis pas que la princesse était juste à côté de lui. Ça, ce sont les reconstitutions de Pugachenkova qui sont quand même très, très, très hypothétiques. Mais enfin, on a une princesse sur ce mur où figure ce Parthe. Bien. Et donc, qui l'a accueilli vers 45 de notre ère dans les plaines des Bactriens? À mon avis, celui qui l'a accueilli, c'est le jeune Kujula Kadphises. C'est-à-dire qu'on se situerait chronologiquement au moment où Kujula affirme son pouvoir, il a vaincu les Yabgu ou il va les vaincre, il mène peut-être des guerres frontalières contre le Kankyu, ça pourrait être lui. Voilà. Et à ce moment-là,
comme l'épisode du refuge de Vardhan Ier se situe en 45 de notre ère, on aurait la date des reliefs de Khalchayan et un synchronisme chronologique maintenant très acceptable avec l'arrivée au pouvoir de Kujula. Bon. Alors, je termine avec, pour montrer que ces Yabgou en train de devenir couchants ont laissé une autre image dynamique d'eux-mêmes. Ce sont les broderies trouvées il n'y a pas longtemps à Noinula en Mongolie par une équipe russe. Ces broderies étaient dans une tombe de chef Xiongnu ou apparenté, on va dire. Bien. Mais elles n'ont pas été fabriquées là. Elles ont été fabriquées, apparemment c'est du tissu syrien, et les broderies auraient été fabriquées sans doute en Bactriane. Henri-Paul Francfort envisage aussi peut-être le Gandhara. Bien. Alors ce qu'on voit, c'est la procession d'un groupe ethnique homogène qu'on reconnaît, parce que c'est ceux qu'on a à Khalchayan, hein, avec leurs cheveux serrés dans des bandeaux. Ils amènent un cheval, probablement en sacrifice. Voilà les études principales, deux excellentes études d'Henri-Paul Francfort et la traduction française d'un article de présentation par la fouilleuse russe Natalia Polosmak. Alors, ils arrivent, le but de la procession, c'est un autel du feu, mais peut-être pas un autel zoroastrien, car ce personnage qui semble être le prêtre n'a pas d'attribut spécifique des prêtres zoroastriens. Il n'a pas le bandeau, il n'a pas... Bon. C'est un souverain qui rappelle quand même énormément les Yuezhi de Khalchayan, qui tend une coupe, visiblement. Bon. Alors, dans les publications de Polosmak, c'est un champignon hallucinogène. Bien, bon, mais c'est une idée que j'ai combattue, et Francfort aussi, mais apparemment il y tient toujours à une amanite tue-mouche, ou je ne sais pas, bon, les mœurs sibériennes. Bon. Alors, un souverain, vous voyez ici, personnage assis, dont le visage est mal conservé malheureusement. Il a une espèce d'écharpe là. Hein. Il est assis. Alors, très intéressante scène. Il est assis sur un siège curule de type tout à fait romain, un siège pliant. Et ce siège, nous le trouvons exactement ici, sur des monnaies de Kujula Kadphises, en imitation d'Auguste. Voilà Auguste. Voilà le visage de Kujula, enfin, la tête que Kujula Kadphises a mise. L'inscription est parfaitement claire, c'est Kujula. Et non seulement l'avers est copié d'Auguste, mais le revers, parce que ce siège curule, c'est celui sur lequel se trouve... Alors, est-ce que c'est Auguste lui-même? Est-ce que c'est Apollon? C'est Apollon. Sur ces monnaies qui commémorent la bataille d'Actium. Et donc... les Yuezhi, à un certain moment, ont emprunté à la symbolique politique de l'Empire romain. Alors, il est assis sur ce siège, et devant lui, on filtre du vin. Voilà, le vin est mis dans cette outre, et il s'égoutte dans un vase. Oui, c'est un set de filtrage du vin. Très précisément commenté par Francfort. C'est un cratère, où on mélange le vin et l'eau. Et là, il y a un trépied, on a des parallèles très très précis sur les plats sassanides. Et il est devant une enseigne qui est surmontée par un félin. Alors il y aurait deux hypothèses possibles. Ça peut être la panthère de Dionysos, ce qui irait bien avec le vin. Ça peut être un lion. Et à ce moment-là, ça pourrait rappeler le culte de la déesse Nana, l'une des protectrices de la dynastie Kushan. Alors, il y a quand même on est quand même très tenté de penser que ce personnage, c'est Kujula Kadphises.
C'est-à-dire que là encore, comme à Khalchayan, on se situerait à un moment où le Yabgou couchant, Turano Untos sur les monnaies des Rayos, est devenu le roi couchant, c'est-à-dire Basileos, hein, Maharaja sur ses monnaies sur les monnaies légendées en Kharoshthi, et plus tard, bon, le titre est transcrit en bactrien, c'est Shahamshah, roi des rois. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur, ce que moi je pense pouvoir dire sur les Yabgou, les différents systèmes en présence. Bon, j'ai été un peu polémique, mais bon, c'est normal puisque j'étais la cible. Mais bon, voilà. On a un petit peu de temps, donc s'il y a des remarques. Simplement, moi, ça me rappelle, j'arrive pas à retrouver l'image, je cherchais, dit que c'est un filtre à vin, il me semble que les filtres à coumis, c'est exactement comme ça. Sur une perche, avec un... C'est vrai, c'est vrai. Donc je veux bien que ce soit du vin, hein, pourquoi pas, c'est meilleur que du... C'est rouge, hein. Ça a l'air rouge quand même. Ouais, enfin, bon. Ah, ça, mais... J'ai aussi une question. Kuwayama, il considère qu'il y a plus de 5 Yabgou. Oui, mais il ne parle pas des autres. Alors, bon. Il dit, Comme dans une contradiction, il dit on en nomme 5, c'est ceux qui recevaient, parce que dans sa construction grammaticale, c'est ceux qui recevaient les envoyés des Han, mais bien entendu, il y en avait d'autres. D'accord, donc il y a plein de Yabgou qui correspondent aux petites entités du Dacia, et les 5 qui sont nommés sont ceux qui reçoivent les envoyés des Han. Voilà. D'accord, mais alors comment il explique que la prise du pouvoir par les cochons soit peut-être par la réunification de ces 5 Yabgou et de ceux-là seulement? Il ne l'explique pas. À mon avis, il ne l'explique pas. C'est une difficulté qu'il n'affronte pas. Parce que si on doit confondre les petits chefs et les Yabgou, ça veut dire qu'il y a un Yabgou de Bactre, par exemple. Oui. Il y a un Yabgou de Termès, Oui. il y a un Yabgou de Roulf, il y a un Tout à fait. de Kunduz, etc. Donc l'Empire couchant se créerait en Bactriane, en fait, sans aucune mention de ces chefs locaux. Implicitement, je veux dire, il faut aller revoir son argumentation qui est quand même difficile à lire. Hein. Implicitement, j'imagine que ce qu'il suppose, c'est que ces Yabgou-là avaient une valeur stratégique très particulière, parce que c'est ceux qui contrôlaient l'arrivée des... Il croit aussi un peu à l'argument commercial, hein, aussi. Et c'est ceux qui contrôlaient le trafic venant de la Chine. Et par ailleurs, quand ils sont partis envahir l'Inde du Nord-Ouest, et là-dessus, il n'a pas forcément tort. Il y a pu y avoir... c'est pas sûr que les campagnes soient passées par l'Hindoukouche centrale, hein, et directement Kaboul. Ça pourrait être aussi... On sait qu'il y a pu y avoir un axe d'invasion par les vallées au nord de la rivière de Kaboul. Donc, c'était peut-être les Yabgou qu'il fallait éliminer pour, d'une part, s'approprier la totalité des relations diplomatiques et commerciales avec la Chine, et d'autre part, partir sur la route des Indes. Je lui fais dire ce qu'il n'a pas écrit, mais je pense qu'il répondrait ça. Moi, la seule chose qui nous gêne globalement dans ton système, Dans mon système. ouais, c'est l'absence du Badarchan. Parce que plus tard, c'est l'endroit où il y a les grands pâturages. I can explain because I think Franz did not explain very well about Shiratori's reasoning, and Koyama think he doesn't need to explain for Shiratori's reasoning because it's very good. So please turn to the map, or I use my. This one, which one? I use my map. Okay. Okay. Please give me. Your my- map. Yeah. I must. So, sorry, let's return to the my map.
So I think you see the slide hidden by me, but I explained on Monday already. So in fact, and if you count out my entry contributed for the Huna source book on the 5 Yabgus in Wei Shu, I give it very clearly that for Shiratori, this Bo Mao is an arrow of Bo Di for Badakhshan. And also in Shiratori's view, maybe I already cut down my own. Yes, I cut down my translation of Kuwayama's map. Yes. Here, also, Kuwayama in his Japanese paper gave pinyin of this force as Shi Du, but in fact, Shiratori gave it more or less like Bidu, because he found a very special pronunciation of this character, Xi, as B. He had an entry on the medieval dictionary for that. I have 2 counter objections. Anyway, please let me explain. So yes, in his scenario and also in Kuwayama's in Yutaishan, Badakhshan is there and important. It is just a fourth Yabgu. Okay? And for then the second is also clear and accepted by Harifak, because for this Shuangmi we have very similar terms, forms like Shemi or Shangmi in Northwestern period and in Tang period that give clearly that Shuangmi is somewhere near Kashmir and Gandhara. Although for me it could be somehow questionable, because we know that the toponym like Jibing also shift from the Han to Tang period, so there's no necessity to assume that Shuangmi is always there. But however, if you just rely on textual sources, it's quite clear that Shuangmi must be somewhere around the southeast and closer to India. And for Kushan, he Shiratori believe because, it is Vahan, because in Wei Shu this Qian don't match good with today's Handud. Okay, so if one believes that Wei Shu is more or less reliable, then you can find at least Zhe Xue Mo Sun, Qiandu, and Fu Disha for Badakhshan, and Yan Fuye for Yamgan in pre-modern toponyms. For Badakhshan, I have 2 counter objections. Can you give me your map, Chao Jung? No, your map of Kuwayama. Okay. Because it's clearer than mine. Yes. I have two fundamental objections. First, in Shiratori's system, you get completely rid of the toponym Termez. No, but I do not believe at all in Kuwayama or Shiratori's system. I think all the attempt to put military forces in Waran is just possible. But the pasture of... Possible, there was never enough pasture, it's too high, there's nobody there. So it's only in your system the fact that the main pasture has not represented. I have an answer. I have 3 answers. First, in Shiratori's system, it disassociates completely the name Silun from the toponym Termez, which is associated to it in the Huangshu. But maybe the Japanese school tends to reject the Huangshu. Second objection, and then I'll answer Etienne. Badakhshan very hardly is an ancient toponym. Why? Because we know where it comes from. It's Bidarsh, a Middle Iranian word meaning viceroy. And it appears
actually, under the clear form Badakhshan, it appears in Chinese sources, I think, only from the Wei period, not before. And very well argued that somewhere else, it's probably a name which appeared at the time of the Sasanian domination or Kushano-Sasanian, because it's a Western Iranian term, and it appeared as there was probably a political, a kind of, I would say, marquis or a marchand, somebody guarding the eastern end of Bactria, whose title was Bidarsh, viceroy. So it cannot be used for the 2nd and 1st century BC. Third, well, to answer Etienne, I agree with the objection on, but there are, on the south bank, on the north bank, there are plenty of pastures. On the south bank, the main historical pastures are Badakhshan, or on, the eastern Piedmonts of Bactria, which later on were the first zone of the Hephthalites. Also Juzjan, southwest of Balkh. It's well known as good pastures. As I said in my last week, I don't at all exclude that even if the Yabgus had their Ordu, I would say, some main encampment on the north bank, they had some kind of control on the south bank. We know it's clear that the south bank was submitted, but I don't think their control was so much on these little self-ruled little cities. Probably, but quite possibly, they exploited pastures. They had some migrate. They migrated. Okay, and so I would perfectly admit that the Yabgu of Warsh, if he was here, had a control on the pastures of Western Badakhshan. As I said, he was well situated also to access the silver mines of the Upper Koksha here, which could explain the beautiful coinage of Heraios. Okay, it could be remelted Indo-Greek coins previously sent as tribute, as I mentioned. But it could also be the exploitation of the mines of the Upper Koksha. Unfortunately, as far as I know, no isotopic analysis has been conducted on the coins of Heraios. It should be. So, okay, he could well extend his control up to there. The same thing maybe for the pasture in Juzjan. I don't exclude that the Yabgu of Gaofu here had, well, some seasonal migrations with the pasture of Juzjan. I don't think he paid these people probably did not pay very much interest in these residual towns. They let them conduct their trade and local business. What they were interested with was, well, look at the Mongol period. The Mongols were not interested in the towns. They delegated the local power to members of the local commercial aristocracy or coming from other parts of the Mongol empires who were, because all they expected from them is to control taxation. And what the Mongols were keen as controlling directly was the good pastures. So it could be very well that
the Yabgu of Kushan extended towards here, and the Yabgu of Gaofu extended towards here, but it does not it does not oblige me to abandon the idea that their original campments were in the North Bank, because the two toponyms which can be identified, Warsh and Termez, refer to the North Bank, and in addition, but it means a change of pattern from the proposals of the Japanese school. I think the route of the Chinese envoys was more to the north, either sometimes from the Ally, and it is a scenario already contemplated by an alternate scenario already contemplated by Chao Zhong, or why not through the Pamir and subsequently moving north. So it would explain that in my scheme, the Yabgu of Remo is the first one who is named. He is in the Ally, possibly extending. Why not extending until Roshan? And the second Yabgu is the Yabgu of Shuangmi, which, on slender grounds, I put in the zone of Dushanbe. They are the first two ones in the list, and they are the only ones who are, maybe if I'm wrong, maybe Chao Zhong will correct me, they are the only ones who are mentioned in the Xuanquan tallies, the Chinese tallies excavated at Xuanquan. The only two Yabgus which are mentioned as Hemo, Xilun and Shuangmi. And assuming a more northern route than the Japanese school, it would make perfect sense. They were the first one on the way. And Wakhan would be the quickest route. That's the basic premise of Chinese-Japanese scholars. And what I try to explain on Monday is that, yes, but a minor route could be via the north, as we can identify from the distance via Xiushu or some way around other road. So for me, there are at least two roads. But the main road are still through Yarkand. And I think Harry Fark has made this point very clear in his point. Yes, yes, surely. Well, this is the state of the debate. It's possible that the debate will be continued in Japan next year. And I hope I'll come back alive.